Oui, bonjour chers amis. Notre émission donc de fin d'année civile est consacrée à un grand penseur anglais de la Renaissance, Thomas More, un grand ami d'Erasme, qui a eu des positions très importantes en Angleterre. Il a été chancelier d'Angleterre et il a connu une fin tragique puisqu'il a été décapité par Henri VIII. Mais surtout, c'est un philosophe au fond très important et très intéressant car il est l'auteur d'un ouvrage fondateur, l'Utopie, dont nous allons vous lire immédiatement un assez long extrait. Thomas More, l'Utopie. Discours de Raphaël. Je viens de décrire la République que je considère comme la meilleure, la seule qui puisse revendiquer le nom de République. Ailleurs, si l'on parle du bien public, on ne prend soin que du bien privé. La nécessité presse chacun de juger qu'il doit avoir plus de considération de soi que du peuple, c'est-à-dire des autres. Au contraire, en utopie, tout est à tous. Rien de privé ne peut manquer à qui que ce soit. Aucun nécessiteux, aucun mendiant. Et alors que personne ne possède rien, tous, cependant, sont riches. Sans trembler pour faire subsistance, sans être harcelés de récriminations d'une épouse, sans redouter la pauvreté pour un fils ou pour une fille. Certains du bonheur assuré pour soi-même et pour les siens. On n'a pas moins soin de ceux qui sont impotents aujourd'hui, mais qui travaillèrent autrefois. Que quelqu'un ose comparer à cette équité la justice des autres nations, un aristocrate quelconque, un orfèvre, un usurier, à l'un de ces individus qui ne font absolument rien, on réserve une existence somptueuse et brillante pour prix d'une vie de loisirs et d'occupations superflues, tandis que la manœuvre, le charretier, l'artisan, l'agriculteur reçoivent une nourriture si maigre qu'ils mènent une existence si misérable. N'est-elle pas unique et ingrate, cette société qui, aux nobles et aux individus du même genre qui vivent dans l'oisiveté, prodigue tant de bienfaits, alors qu'elle n'a rien prévu en faveur des paysans, en faveur des mineurs, des manœuvres, des artisans, sans lesquels aucune communauté politique ne pourrait exister. Dans la République des utopiens, en abolissant même l'usage de la monnaie, on a fait disparaître la passion de l'argent. Réponse de Thomas More. Dès que Raphaël eut achevé son récit, il se présenta à mon esprit qu'il y avait dans les mœurs et les lois de l'utopie des pratiques complètement absurdes, surtout ce qui constitue le fondement suprême de toutes les institutions, la vie commune et la communauté des moyens d'existence, sans aucun échange de monnaie. À lui seul, ce principe ruine de fond en comble toute espèce de noblesse, de magnificence, de majesté, qui font, selon l'opinion publique, la gloire et l'ornement d'un État. Bon, vous l'avez tous compris, n'est-ce pas, Thomas More, chers amis, eh bien, c'est un penseur qui pose, n'est-ce pas, la question sociale. Et qui est peut-être l'un des premiers à poser cette question sociale, et nous allons donc nous y arrêter. Mais avant, si vous le voulez bien, quelques mots sur l'homme, n'est-ce pas, parce que c'est un homme exceptionnel, Thomas More. Non seulement parce qu'il était l'ami d'Erasme, non seulement parce qu'il a occupé de très hautes fonctions, jusqu'à celle de chancelier d'Angleterre, conseiller d'Henri VIII, mais surtout parce qu'il a mis sa tête sur le billot, n'est-ce pas, pour défendre ses convictions. Et il est mort d'ailleurs d'une façon admirable, en plaisantant, l'humour anglais, jusqu'au dernier moment. Mais au fond, venons-en, si vous voulez, à ce texte court. D'abord, donc, c'est, comme je le disais, c'est un extrait de son grand livre, l'Utopie, une œuvre très importante, puisque d'une certaine façon, elle commence toutes les utopies, elle continue. D'ailleurs, il y en a eu d'autres avant lui, Campanella, et elles vont se poursuivre avec les récits de Rabelais et d'autres. Mais si on regarde, au fond, l'Utopie elle-même de Thomas More, eh bien, c'est un dialogue qui met en face des individus, au fond, très intéressants. D'abord, Thomas More lui-même, Pierre Gilles, un bourgeois humaniste d'Anvers, Raphaël Itlodé, un marin qui a accompagné Amerigo Vespucci, n'est-ce pas, un marin portugais dans tous ses voyages, et donc, en vérité, et aussi les lieux dans lesquels ce dialogue se déroule. Il se déroule d'abord à Anvers, ensuite il se développe
dans le cabinet du cardinal Morton en Angleterre, enfin dans la salle du conseil privé du roi de France. Autrement dit, si on regarde, n'est-ce pas, qui il réunit, eh bien au fond, le Portugal, la course portugaise, n'est-ce pas, la grande ville d'Anvers qui était la New York de l'époque, l'économie monde, anversoise, flamande, la France qui commence les guerres d'Italie, bref, tout ce qui compte, n'est-ce pas, dans l'Europe de ce début du XVIe siècle. Mais, alors, dans ce livre, l'Utopie, Thomas More pose au fond la question du meilleur régime, et ce meilleur régime, il va l'exposer sous une forme utopique. D'ailleurs, utopie, c'est-à-dire un royaume qui existe nulle part, enfin que Raphaël Hitledé aurait rencontré dans ses voyages. Sa capitale, Amoroth, n'est-ce pas, c'est une capitale, au fond, qui signifie une ville fantôme. Son gouverneur, c'est le prince sans peuple. Ses citoyens sont des gens sans cité. Bref, au fond, on est bien d'accord, c'est une fiction. C'est une fiction. Mais alors, surtout, eh bien, c'est une fiction qui met au centre, comme on le voit dans ce texte, la question sociale, et peut-être que d'une certaine façon, Thomas More est le premier à le poser. D'ailleurs, Thomas More a été canonisé par l'Église romaine pour sa défense, n'est-ce pas, de l'Église catholique d'Angleterre contre Henri VIII, mais il a été aussi honoré au Kremlin, où on a fait une stèle en raison de au fond, de sa défense de la question sociale. Et alors, en effet, au fond, que nous dit ici Thomas More? Eh bien, au fond, il dresse un portrait, au fond, sans concession, c'est le moins qu'on puisse dire, de la condition du peuple en Angleterre, avec une attaque féroce, n'est-ce pas, des nobles, des riches, qui vivent dans la magnificence, alors que, au fond, les gens qui l'estiment utile, c'est-à-dire tous ceux qui ont des travaux, qui exercent des travaux manuels, des métiers utiles à la collectivité, vivent très pauvrement et finissent dans la misère. Et donc, en vérité, Thomas More propose un remède que lui-même, à la fin, si vous voulez, il discute. Il faudrait savoir ce que signifie, au fond, ce retournement. C'est qu'on mette fin à l'argent. Dans la ville d'Utopie, dans le royaume d'Utopie, il n'y aura pas d'argent, il y aura une vie uniquement collective, une égalité des conditions, et surtout pas d'argent et pas de sphère proprement privée. Sorte de monastère laïque et tourné vers la collectivité, le bien des autres. Mais pour essayer au fond, de comprendre plus avant, dans le faible temps qui nous est imparti, les idées de Thomas More, je vais me tourner vers Alexandre. Alexandre, au fond, la question que je vais vous poser, elle est toujours celle que je pose en m'adressant à vous. Au fond, c'est l'humanisme. Thomas More est une grande figure de l'humanisme, mais pourquoi cette convocation dans son livre sur l'utopie, non seulement de l'Angleterre, de Londres, n'est-ce pas, il y a une description critique de la monarchie anglaise, mais aussi, n'est-ce pas, d'Anvers, du Portugal. Bref, au fond, quel est le contexte historique de la rédaction de l'utopie? Qu'est-ce que vous nous diriez, Alexandre? C'est un moment absolument crucial de l'histoire de l'Europe. Et celui qui la pense véritablement, et ceci est quelque chose de vertigineux, puisque l'Angleterre n'est pas à ce moment-là, elle a été vaincue pendant la guerre de 100 ans, la France est infiniment plus importante, l'Espagne est en train de devenir une puissance mondiale, elle le sera bientôt avec les trésors d'Amérique, le Portugal est en train de faire la conquête des océans. Donc, au fond, qu'est-ce que l'Angleterre ? C'est une petite île, c'est un cap un petit peu expulsé de France qui, à ce moment-là, n'est pas à son apogée. Et pourtant, il y a déjà dans la parole de Thomas More une espèce d'anticipation presque vertigineuse du rôle mondial que l'Angleterre va jouer bientôt en choisissant le grand large. Car tout cela est présent. L'île d'Angleterre est effectivement l'avantage de l'insularité et puis également une critique sociale terrible et enfin, le primat de la pensée italienne. Car à cette époque, l'Italie est bien le centre de l'Europe et c'est bien là que les choses se passent. Or, c'est tout à fait étonnant car ce dont d'abord il nous parle, c'est de Venise, la première capitale mondiale de l'époque, de Botticelli,
puisque en fait, la fille des Vespucci, Amerigo Vespucci. c'est Amerigo Vespucci, Amerigo qui donnera son nom. Le frère ou le cousin, je ne sais plus, de Simonetta Vespucci, voilà. N'est-ce pas, la femme aimée de Julien, qui est le modèle de la Vénus que tout le monde connaît. Et donc les Vespucci, c'est à la fois la Vénus de Botticelli, c'est l'expression même extraordinaire, presque païenne, pas tout à fait païenne, mais en tout cas révolutionnaire, alors là pour le coup, de la pensée picturale italienne. Et c'est en effet derrière Botticelli les Vespucci qui vont faire la conquête de l'Amérique sur le sillage du Portugal et donner son nom au Nouveau Monde. Eh bien, tout cela est là, présent, ainsi que disons l'imaginaire vénitien qui est au cœur des tragédies de Shakespeare, si tant est qu'il s'agisse, à mon avis, d'une œuvre collective, mais une œuvre collective qui procède, bien entendu, de Vespucci. Et enfin, bien sûr, l'érasmisme. Oui. Car, on l'a dit, la pensée d'Érasme est absolument fondamentale dans cette période, car elle est là la refondation d'une chrétienté révolutionnaire, là aussi, humaniste, qui est en train, après l'échec de l'humanisme romain, de devenir effectivement l'apanage, curieusement, de cette pensée précisément de cette Angleterre en révolte, celle donc et alors précisément Érasme est incontestablement le penseur de cette révolution, mais c'est un homme qui, parce qu'il était lui-même peut-être limité, et surtout, à la différence de Thomas More, qui ne maîtrisait pas vraiment la philosophie comme on pouvait le faire à Cambridge en Angleterre à cette époque. Et donc, l'érasmisme, c'est d'abord et avant tout son témoignage, c'est effectivement le témoignage anglais, et c'est ensuite la pénétration des idées d'Érasme. Le maître Marcel Bataillon nous l'a appris encore quand j'étais jeune, en Espagne, où Érasme est déjà mort. Mais l'érasmisme est particulièrement vivant et va devenir en fait le recueil de toute la pensée marane espagnole, c'est-à-dire des droits de l'homme, qui commencent à exister à ce moment-là. Donc, c'est pas peu de choses tout ça. C'est pas peu de choses. Pour revenir à Thomas More lui-même, et surtout au fait qu'il a posé la question sociale, dans son livre, en fait, il met en rapport, n'est-ce pas, sa description très critique de la situation des hommes en Angleterre, avec deux questions. Premièrement, la question des enclosures. Là, je me tourne vers François Aguerri. La question des enclosures, puisqu'on sait que c'est le moment où les landlords ont arraché, n'est-ce pas, les prés communaux pour faire pousser les moutons. C'était lié à l'industrie de la laine. Et Thomas More dit, bon, ben d'accord, faites ça, mais à ce moment-là, mettez en place une industrie de la laine parce que les paysans sont réduits à la mendicité et pour certains au vol. Et deuxièmement, une question pénale. On faisait gloire à l'Angleterre de pendre des milliers de mendiants ou d'anciens domestiques qui avaient été remplacés, de se livrer évidemment au vol, au cambriolage, et on les pendait haut et court. Et ce que dit Thomas More, c'est que au fond le vol ne mérite pas la peine de mort. Alors donc voilà, c'est ça le cadre social de Thomas More, c'est-à-dire une défense au fond quasi hugolienne, n'est-ce pas, des misérables. Oui, il y a des accents qu'on retrouvera plus tard chez Victor Hugo. Je vous écoute, cher François. Il y a un parallèle extraordinaire, je trouve. Ces enclosures consistent à priver les paysans d'une exploitation collective de la terre, puisque les enclosures consistent en fait à cloisonner, enfin à mettre des haies, et à l'intérieur de ces haies, qui sont donc des propriétés privées, on met des moutons, et c'est vrai que la formule qu'on a retenue de Thomas More, c'est les moutons mangent les hommes, et effectivement ces hommes privés de cette propriété collective de type féodal de la terre qui les faisait vivre, deviennent des bandits, des brigands, ils volent, ils pillent, on les pend. Et donc, c'est le point de départ de ces réflexions, dites laudées, si on veut. Non pas de Thomas More, mais il les fait argumenter, enfin, il les fait plaider par son personnage, dites laudé, sur lequel je vais revenir. Alors,
ce qui est étonnant, c'est que le très jeune Marx, en 43 ou 4, écrit donc un article sensationnel sur le vol des bois dans si je me souviens bien, la Rheinische Zeitung. C'est un peu la même chose, c'est un peu comparable, parce que les paysans avaient le droit... C'est la criminalisation des pauvres. Oui, les paysans avaient le droit de ramasser du bois mort et de s'en servir pour se chauffer, tout simplement. À un moment donné, les propriétaires des terrains, qui sont des bourgeois, pensent que le bois mort peut se vendre. Et donc, interdiction, le ramassage du bois devient vol des bois. Et donc, Marx défend contre la bourgeoisie qui fait argent parallèle à l'indignation de Thomas More. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi, dans la tradition communiste, Thomas More est, si on veut, une préfiguration de Marx et de la suite. Alors maintenant, j'en viens quand même au texte qui est saisissant, parce que tous les développements qui pourraient sembler, enfin, développements qui sont d'ailleurs, outranciers, remplis d'une espèce de haine de classe, si on pouvait dire ça comme ça. La réaction de Thomas More, c'est de dire que ce sont des absurdités et que ça ruine toute noblesse. Or, qu'est-ce que Thomas More ? C'est quelqu'un qui a occupé les plus hautes fonctions, qui représente, si on veut, la noblesse de l'esprit. Ah, vous parlez là de la riposte de Thomas More. Quand il parle en son nom et qu'il répond à Hitler. C'est toute la question. C'est qui parle au nom de qui, est-ce qu'Hitler représente? Alors bien, je me suis donc posé la question, que veut dire exactement ce nom qui, lui, n'est pas simplement une négation, pas une île qui n'existe pas, etc. Là, c'est pas une négation. Alors Hitler, une des traductions possibles de ce nom grec inventé, c'est celui qui répand des sornettes. Ce n'est pas de ma faute. Donc Thomas More appelle celui qui répand des sornettes le personnage qui défend son communisme agraire, son égalitarisme, sans monnaie, etc. Celui dont il dit donc qu'il diffuse des sornettes et que cela s'opposerait à toute noblesse. Donc il y a un problème. Et à mon sens, ce qui est menacé par l'égalitarisme outrancier, il faut le dire, d'Hitler, donc les réseaux sociaux, si on veut, enfin celui qui répand un peu n'importe quoi, en surfant sur la vague de révolte et d'indignation populaire contre les injustices, c'est parfaitement vrai. Ce qui est menacé, ce sont quand même ces gens mêmes qui écrivent, Thomas More, Erasme, tous les lettrés d'Europe, Rabelais. Sauf quand ils se mettent à la tête de cette dénonciation. Non, justement pas vraiment, enfin, pas tant que ça, puisque les réserves de celui qu'il appelle Thomas More dans le dialogue, ces réserves semblent au fond de bon sens. Toute noblesse, est-ce qu'on veut renoncer à toute noblesse? Et par ailleurs, est-ce qu'on doit renoncer à la noblesse de l'esprit? Et j'irai un peu plus loin. Quand Thomas More défend, au fond, le gouvernement, et en particulier la place de ces lettrés qui conseillent les princes, qui conseillent les princes, le dialogue a été appelé le dialogue sur le conseil. Parce que conseiller les princes, c'est très important, et ça, c'est, si on veut, la condition de la survie de la République des lettrés. C'est toute la question. Il existe une République des lettrés. Est-elle menacée par les injustices sociales? Et au nom des injustices sociales, faut-il supprimer une République des lettrés? À mon avis, c'est la vraie question que Thomas More soulève dans ce texte. Et s'il met les outrances égalitaristes dans la bouche de quelqu'un qui s'appelle le diffuseur de sornettes, je pense quand même qu'on est obligé d'y réfléchir. Mais écoutez, merci François. J'ai demandé à notre amie Marielle, n'est-ce pas, comme psychiatre et psychanalyste, au fond, elle a une expérience particulière de l'analyse du discours, parce qu'effectivement, dans ce discours, il y a A et non A, un retournement absolument spectaculaire. Donc, chère Marielle, comment vous interprétez finalement le retournement, la riposte de Thomas More au discours d'Hitler concernant la question sociale? Est-ce que vous l'interprétez comme une concession qui serait faite au fond à un public qui d'avance ne serait pas d'accord, un public de gens riches, ou à une véritable objection que Thomas More fait à son propre discours? Qu'en pensez-vous, Marielle? Je crois que Thomas More est, au fond, non pas un des premiers, parce qu'au fond, il est quand même un peu dans la tradition évangélique
mais il essaye d'appliquer christianisme évangélique, propre à Erasme et à Thomas More, effectivement. Voilà, hein. Tout à fait. Et donc, il essaye de voir comment, dans le social, on pourrait réaliser ce qu'il appelle une utopie, parce que c'est au fond lui qui dit, c'est-à-dire qu'à la fois, il dit ça serait formidable, et que la nature humaine serait bonne si on ne la comprime pas, si on ne lui donne pas des limites. Cette idée sera reprise, me semble-t-il, par Rousseau plus tard. La nature est bonne. Et il va avoir évidemment tout un courant qui s'appuiera sur ce discours-là. Alors, le fait que lui-même se critique, ça veut dire qu'il se pose à lui-même la question du pouvoir, parce qu'il est quand même un homme qui vraiment va le pratiquer, le pouvoir. Oui. Donc, il ne serait que pour un système purement campagnard, où chacun a tout ce qu'il faut, où oui. On est heureux. Voilà. Oui, d'accord, mais il y a le pouvoir, qui est sa question à lui aussi. Si vous me permettez, Marielle, hein, je reprends le texte. D'ailleurs, mon objection se porte aussi sur ce qu'a dit François, puisqu'en vérité, c'est sur la question de l'argent, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il faut un régime sans aucun argent, comme fondement suprême de toutes les institutions, sans aucun échange de monnaie, comme il le dit, hein, c'est dans le texte. Mais lorsqu'il dit ce principe ruine de fond en comble toute espèce de noblesse, de magnificence, de majesté qui font, selon l'opinion publique, la gloire et l'ornement d'un État, il ne faut pas oublier qu'auparavant, il a critiqué très, très fondamentalement la noblesse, la vie des nobles, la magnificence de l'État, et même la majestas, n'est-ce pas, la monarchie absolue. Il y a une critique très féroce. Donc, c'est avec un grain de sel, quand même, qu'il est le conseiller du roi. Oui. Et il fait partie de ces gens qui ont conseillé les rois. Enfin, oui, alors, c'est-à-dire qu'il a un système qui, finalement, on peut penser aussi que il veut quand même garder sa place, quoi. Il fait cette utopie, mais il dit que c'est une utopie parce que si on lui dit pas ça, eh ben il va lui arriver comme à Galilée. Ça serait une concession. C'est-à-dire que voilà, mais Galilée a sauvé sa peau quand même. Oui, mais là, il fait la même chose. Mais Thomas More, pas du tout. Non, mais pas à ce moment-là. Il lui était possible à tout moment d'arrêter parce que, bien entendu, Henri VIII était profondément atteint. Oui. D'une certaine façon, on rejoue la tragédie de Beckett. Oui, mais Utopia, c'est au début de sa carrière. Non, mais là, on parle de l'homme. Ce que dit Alexandre, c'est que lui, il a mis sa vie en jeu. Il ira jusqu'au bout, à la fin, parce qu'il n'y croit pas vraiment. Enfin, non, pas du tout. Qu'il est allé jusqu'au bout parce qu'il était prêt à se faire tuer pour ses idées. Mais extraordinaire. Sur ses idées, il a voulu empêcher le schisme de la monarchie anglaise avec Rome. Oui, c'est un autre. Apparemment, c'est une autre question. Mais elle est liée. C'est pas ce qu'il a fait condamner. Non, mais si, bien sûr. Mais elle est liée à la première. Mais justement, sur ce point, je vais me retourner vers Alexandre au fond, puisqu'il y a un hasard du calendrier qui fait que, je dirais, d'une certaine façon, ce texte sur lequel nous nous employons, c'est une des premières fois, tombe à pic. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a tant de personnes en difficulté, n'est-ce pas, tant de pauvres, de déshérités, de malades, n'est-ce pas, d'isolés, d'émigrés, déplacés, sans maison, et coupés au fond de tout ce qui fait la facilité ou le bonheur de la vie humaine. Eh bien, n'est-il pas quand même réconfortant de penser, là je rejoins un peu au fond, l'intuition d'Alexandre, de penser que il y a eu un homme, n'est-ce pas, qui était au sommet de la vie politique en Angleterre, le chancelier d'Angleterre, au fond, pour se faire le défenseur de ces gens-là. Oui, il y en a eu un qui a dit, non, n'est-ce pas, et qui a écrit l'utopie, alors avec les précautions, mais enfin, il l'a écrit. Et bien sûr, c'est à propos du divorce d'Henri VIII que les choses en sont venues à se gâter véritablement avec Henri VIII. Mais il y a aussi dans l'utopie une critique absolument féroce de la monarchie absolue, du style de vie, n'est-ce pas, de la cour anglaise. Bon, Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez ? Si déjà Henri VIII ne s'était pas, après s'être acharné sur Catherine d'Aragon, avait finalement fini par tuer Anne Boleyn, on n'aurait pas Élisabeth la première, et donc cette véritable révolution
de l'esprit anglais, elle est certes la fille d'Henri VIII, enfin, elle était aussi la fille d'Anne Boleyn. Et c'est elle, finalement, qui a mis fin à cette monarchie des Tudors et qui a fait, finalement, la grandeur de l'Angleterre. Bon, alors, toujours est-il que, en effet, on peut dire, et c'est tout à fait juste, il a défendu le primat du spirituel, et ça passait par l'idée qu'il ne fallait pas rompre avec Rome, il ne fallait pas faire une religion d'État, il n'a pas voulu prendre le chemin que Luther a également pris. Oui. Mais, bien entendu, Rome n'a eu aucune sympathie à l'époque pour un homme comme Thomas More, dont, bien entendu... Elle l'a canonisé quand même. Elle l'a canonisé au 19e siècle. Et c'est ça, c'est-à-dire, c'est comme dit Einstein, nous sommes dans le passé, le présent est à la fois le passé et le futur. Oui. Et là, effectivement, ce qui a touché Rome à ce moment-là, nous sommes au 19e siècle, contre la religion, la raison d'État qui est en train de s'abattre sur l'Italie unifiée et contre le Vatican, eh bien, c'est ce retournement du cardinal Newman, qui était le primat de l'Église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury, et qui se rallie à Rome. Alors, Newman n'a pas été canonisé, mais pour le coup, on canonise Thomas More. Thomas More a été canonisé pas à cause de Newman. Oui. L'Angleterre était en train d'accepter enfin le catholicisme. Et d'ailleurs, Lord Ripon, qui a été le premier vice-roi des Indes catholiques de l'Angleterre, a donné le droit aux Indiens à commencer l'indépendance. Pour finir. Donc, attendez, une dernière observation. Passé, présent, futur. Si vous le voulez bien. Une dernière observation pour finir, et nous terminerons évidemment avec cette observation l'année. Eh bien, incontestablement, là je rejoins ce que dit Alexandre, il y a une influence, n'est-ce pas, de Thomas More, peut-être plus grande malgré sa critique du Royaume de France, en France qu'en Angleterre. Je parle de la question sociale. Puisque François et moi-même, nous avons évoqué le caractère, au fond, hugolien de certains accents de Thomas More. Et c'est vrai que Victor Hugo a été en quelque sorte le grand homme de la Troisième République. Victor Hugo n'était pas un philosophe, il était un poète, un écrivain, il n'était pas non plus un utopiste. Mais au fond, comme More, n'est-ce pas, au fond, il s'est tourné. Parce que c'est ça qui me semble grand chez Thomas More, qui, moi, personnellement, m'émeut. Il s'est tourné vers la misère pour essayer de la chasser, pour la redresser. Et donc, au fond, c'est un peu réjouissant parce qu'on s'aperçoit que quelquefois, il y a des philosophes, n'est-ce pas, qui battent la campagne et qui courent les rues. Et que c'est peut-être une bonne chose pour nous tous. Donc, bonne et heureuse année civile, chers amis. Et donc, à l'année prochaine. Je vous remercie.